Accord. Accord. Corps à corps. Alors, on parlait de souveraineté, de défense de souveraineté dans les mots du discours de Gabriel Attal, mais passons maintenant à la mise en pratique. Intéressant comme les mots ne signifient pas toujours ce qu'ils entendent. À première vue, notamment, on entend beaucoup parler de la loi sur la souveraineté énergétique, dont l'avant-projet, je le rappelle, a été présenté le 8 novembre à la presse. Cette loi sur la souveraineté énergétique devrait nous rassurer. On entend France, parce que c'est loi sur la souveraineté énergétique de la France. Donc on entend France, on entend énergie, on entend souveraineté. Donc on se dit, ça va dans le bon sens. On entend également Agnès Pannier-Runacher nous annoncer la mise en place d'une loi qui nous permettra de ne pas dépendre de la météo. C'est quand même une bonne chose. Je vous rappelle et je vous propose d'écouter Agnès Pannier-Runacher qui était sur France Info avant-hier. Nous avons une loi qui dit on sort des fossiles, une loi qui dit qui prend l'objectif ou qui soutient l'objectif de produire plus d'électricité que nous en consommons. C'est un objectif très fort. Nous ne voulons pas être dépendants des importations de nos voisins en matière électrique. Ça veut dire qu'il va falloir produire beaucoup plus d'énergie sur notre territoire. Et nous avons un troisième objectif qui est de dire qu'on ne veut pas dépendre de la météo pour produire. Donc soit on a des énergies qui sont de type nucléaire pilotable, soit on a des énergies renouvelables qui dépendent de la météo, c'est le cas de l'éolien qui dépend du vent, du photovoltaïque qui dépend du soleil, mais dans ce cas-là, c'est couplé à du stockage et donc nous pouvons garantir à tout moment que quand on appuie sur le bouton, on a l'électricité qui est produite. Voilà le discours d'Agnès Pannier-Runacher qui défend sa loi pour la souveraineté de la France, qui va plutôt dans le bon sens. On a entendu, pas être dépendant des voisins, produire son énergie soi-même et même plus d'énergie qu'avant sur notre territoire. On se rappelle qu'on a un territoire et donc remise au goût du jour, je vais y arriver, du nucléaire, après avoir été quand même assassiné par l'ère Macron 1, qui est de nouveau consacré. On nous promet 6 EPR d'ici 2035. Mais en même temps, pour utiliser une phrase à la mode, une autre énergie, une énergie qui n'avait pas encore été assassinée en France, l'hydroélectrique, risque, elle, d'être abandonnée à l'appétit de la Commission européenne. La Commission européenne qui exige depuis de nombreuses années l'ouverture à la concurrence des barrages français. Eh bien, on apprend qu'avec cette loi pour la souveraineté française, l'exécutif serait habilité à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la mise en conformité du droit européen sur le régime des concessions hydroélectriques. Donc, entendez, ouvrir donc la privatisation des barrages. On peut craindre en tout cas une nouvelle forme de loi NOM, une ouverture à la concurrence européenne sans aucun protectionnisme. Donc voilà, une perte de souveraineté importante sur une énergie considérable et qui n'est pas encore développée dans toutes ses capacités en France et qui est pourtant très importante. Bref, on note donc la destruction de notre souveraineté énergétique et on y ajoute évidemment le questionnement de la défense de notre souveraineté industrielle qui a été si bien résumée par Arnaud Montebourg. Donc quand on fait ce bilan, on se pose la question de la défense des intérêts français tout simplement par ce gouvernement. On va en parler avec Philippe Béchade, Nicolas Meillan, mais je vous propose juste avant d'écouter un extrait d'Arnaud Montebourg qui résume bien justement la destruction de notre souveraineté industrielle. Écoutez. On a perdu, ça c'est les œuvres complètes de M. Macron, Alcatel, Technip, Alstom, Lafarge, Suez et Silor. Ce sont des boîtes qui sont maintenant contrôlées par l'étranger ou qui ont été vendues. Suez, c'est Veolia, ça reste français. Non, Suez a été coupé en deux et Veolia n'est pas sûr de pouvoir survivre. Parce qu'il ne pourra peut-être pas digérer ce qu'il a dévoré. Je considère que ce sont des pertes sèches du CAC 40. Là, il y a des emplois, des territoires qui souffrent, des employés perdus, c'est inadmissible. Ça, c'est l'œuvre complète du macronisme. Eh bien, si vous n'avez pas une intervention de l'État, pas seulement des régions, les régions s'occupent très bien des PME, des petites entreprises sur le territoire, c'est très important. Je ne dis pas que c'est pas important, très important. Si vous n'avez pas un État qui fait le gendarme et la police, vous savez combien de ces dirigeants d'entreprise ont touché pour trahir la France, qu'ils ont trahi la France. Monsieur Bron, Alstom, Monsieur Pilinco, Technip, ils ont tous touché entre 10... Attendez madame, c'est très intéressant. Ils ont tous touché entre 10 et 20 millions d'euros. C'est le prix de la trahison de son pays quand on n'est pas contre le CAC 40. Est-ce qu'on peut décider d'avoir un gouvernement qui dira non? Voilà, est-ce qu'on peut décider d'avoir un gouvernement qui dira non? C'est un peu la question du jour. Et je suis très heureuse d'avoir mes deux invités. Bonjour Nicolas Meillan.
Bonjour Clémence. Et merci d'être venu en studio avec nous. Vous êtes, je le rappelle, diplômé du Massachusetts Institute of Technology et de l'École spéciale des travaux publics. Vous êtes consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie, conférencier et membre des éconoclasses, notamment de ASPO France, Association pour l'étude des pics pétroliers gaziers. Donc on est vraiment dans le sujet de la stratégie énergétique notamment. Philippe Béchat, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, cofondateur du cercle finance.com et d'autres journaux d'ailleurs. Alors, auteur de ce livre, Fake News, Post-vérité et autres écrans de fumée aux éditions Agora. Peut-être commencer avec vous, Nicolas Meillan, sur cette question particulière qui n'a pas été relevée. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je l'ai ajouté un peu pour tout dire au dernier moment dans notre sujet sur la défense de nos barrages et l'ouverture possible avec cette loi sur la souveraineté. Donc on nous dit loi sur la souveraineté de la France. Franchement, on entend ça, on est ravis, on se dit on prend les choses en compte, on prend les choses en main et puis hop, on se rend compte que, et ça a été présenté comme cela lundi dernier, qu'avec cette loi, l'exécutif pourra prendre des ordonnances qui vont finalement permettre la mise en concurrence tant voulue par l'Europe. Comment vous réagissez à ça ? Écoutez, j'ai parcouru cet avant-projet, parce que l'avant-projet, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, mais là, il y a l'avant-projet, il est disponible, il est sur Internet, donc tout le monde peut le lire. Et c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ambigu, c'est vrai. Oui. On a un contentieux, effectivement, avec la Commission européenne qui nous demande de libéraliser l'exploitation, la concession de nos barrages hydrauliques. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler juste les barrages, comment aujourd'hui ils appartiennent à l'État, oui. Mais c'est EDF qui les fait fonctionner. Et donc, ce que demande la Commission européenne, c'est que d'autres entreprises puissent aussi pouvoir faire fonctionner ces barrages et donc qu'il y ait de la concurrence pour les faire marcher. Donc là, vous êtes d'accord, pardon, je vous coupe, juste pour que ce soit très clair pour tout le monde, ça pourrait correspondre à une forme de loi NOM, mais version barrage. Non, pas vraiment. Non, c'est juste... non, parce que la loi NOM, elle n'a pas, si vous voulez, les centrales nucléaires, elles sont toujours opérées par EDF. Ça n'a rien changé. Oui. Donc, non, là, ce qu'ils veulent, c'est que d'autres opérateurs qu'EDF puissent éventuellement opérer nos barrages. Sauf que nos barrages, c'est vraiment une ressource très stratégique, parce que c'est ça qui nous permet, comme par exemple hier soir à 19h, d'équilibrer le réseau électrique quand il fait, comme l'a dit en Espagne, Runacher, quand il n'y a pas de vent. Hier, il y avait 3,5 gigawatts de solaire et d'éolien à 19h. Alors, il n'y avait pas de soleil, c'est pas une surprise. Mais du vent, si vous voulez, il y avait 10% des capacités installées. Donc, on utilise notre hydraulique, 16 gigawatts d'hydraulique hier. Donc, c'est notre stockage d'électricité aujourd'hui, ça s'appelle l'hydraulique. Et donc, la France, et notamment Henri Proglio, quand il était président d'EDF, s'est toujours opposé. Il a fait des concessions et laissé passer l'AREN et la loi NOM pour s'opposer à cette privatisation des barrages. Ce que propose la loi de la souveraineté, alors ils appellent énergétique, mais moi je vais plutôt l'appeler électrique, parce qu'en fait on parle que de l'électricité dedans. Je rappelle que quand même il y a 50% c'est du pétrole et du gaz, et là on n'en parle pas. Et c'est important notamment pour notre industrie. Mais sur la souveraineté donc électrique, le problème de ce contentieux, c'est qu'il ne nous permet pas, il nous bloque tous les investissements. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'on a ce contentieux qui n'est pas réglé, on ne peut pas investir. Or, on a des ressources... Pourquoi il faut que ce soit clair. Parce que c'est la commission qui valide les investissements. Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui est en tout cas expliqué, c'est que les investissements sont bloqués. Ouais. Donc, pour permettre des investissements dans l'hydraulique, parce qu'on a encore, même si la France, je le rappelle, était champion du monde de l'hydraulique, ce qu'on appelait la qui fait peur, en fait. Blanche. On se dit, on a là une poule aux odeurs, non, entre guillemets. Parce que l'idée, si j'ai bien compris l'idée du gouvernement, mais ce sera à valider, c'est qu'on garde les concessions pour EDF, mais en même temps, on autorise EDF ou d'autres acteurs à investir pour des nouveaux projets. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter des capacités. Donc il faut payer pour voir, si vous voulez, parce que il est vrai qu'on a quand même gagné quelques arbitrages. Alors, c'est des arbitrages qu'on a gagnés au niveau européen, comme par exemple les contrats pour différence sur le nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un arbitrage qu'on a gagné contre une concession aux Allemands, puisqu'on leur a permis en même temps de vendre leur électricité aux industriels à 60 € du mégawattheure. Donc, il y a toujours des concessions. On ne fait jamais de cadeaux. Il y a un cadeau pour nous, un cadeau pour les Allemands. Donc là, il faut voir. Mais une fois de plus, c'est pas écrit que EDF va devoir lâcher. Je ne crois pas qu'EDF ait envie de lâcher ses barrages. Mais non. EDF, Luc Rémont, depuis qu'il est président, il a plutôt aussi gagné ses arbitrages par rapport à l'État. Donc, affaire à suivre.
D'accord. Philippe Béchat, juste sur cette question, je ne sais pas si vous souhaitez revenir aussi sur cette question de la défense de l'énergie française et notamment, pourquoi pas, de l'hydroélectrique. L'hydroélectrique, faut savoir que la France, faut pas dire que c'est l'équivalent de la Norvège, mais on a des capacités. On avait identifié des sites dans les années 60-70 qui auraient permis pratiquement de doubler, en tout cas, le stockage de l'eau. Souvenez-vous de l'été 2023 où on nous expliquait que la France se desséchait, qu'on était en pénurie d'eau. Hein. Je rappelle que la France est un pays de 500 000 km² sur lequel tombent 500 milliards de mètres cubes d'eau, dont on va dire 80% finit dans les mers ou dans les océans. Et à partir des années 70, les écologistes avaient mis le holà, on arrête de construire des barrages, car ça noie des terriers de petits animaux, ça va noyer une petite plante qu'on ne trouve qu'à cet endroit-là, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que la France, aujourd'hui, se retrouve en manque d'eau, et surtout en manque de capacité de renouvelable, puisque l'hydroélectricité aurait pu peut-être nous apporter 15 à 20% de plus. Il faut rappeler donc une nouvelle fois que ce sont bien les écologistes qui se sont battus contre la construction de barrages qui aujourd'hui, s'ils avaient été menés à bien, fait que le pays jamais ne manquerait d'eau, même en plein été, même après 3 semaines, sans aucune précipitation. La France récupère moins de 1% de l'eau qui lui tombe du ciel, contre 20 à 25% pour la plupart des pays en zone sèche, et on est même au-delà de 30 ou 40% en Israël. Voilà, donc la France, où on a 40 fois plus d'eau récupérable qu'en Israël, c'est un pays où on nous explique qu'il va falloir effectivement ne plus remplir la piscine des enfants l'été, ne plus laver sa voiture, alors qu'on aurait effectivement des capacités extraordinaires. Et puis ensuite, ce sont ces mêmes écologistes qui se sont opposés à Superphénix. Bref, je voulais quand même souligner pour l'ensemble de leur œuvre ce qu'on doit aux écologistes aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une capacité en hydroélectrique qui est moindre que ce que nous pourrions avoir, la sécheresse l'été et aujourd'hui une dépendance totale vis-à-vis de la Russie pour la régénération de notre combustible nucléaire, alors qu'au travers de Superphénix, on avait les capacités technologiques d'être totalement indépendants dès le début des années 90. Alors maintenant, est-ce qu'on gagne ou pas un arbitrage par rapport aux Allemands ? Et donc, est-ce que les Allemands sont très méchants ? Et est-ce que ce chantage permanent est supportable ? Je dois dire qu'on aurait déjà dû commencer nous-mêmes par ne pas nous mettre dans une situation de pénurie d'électricité, de pénurie d'eau l'été, et effectivement de ne pas pouvoir venir discuter en position de force face aux Allemands. Mais à la limite, on n'aurait même pas besoin de discuter avec eux. On serait aujourd'hui en train de négocier à combien on leur cède notre électricité excédentaire, voire de l'eau l'été, si jamais il se trouvait que l'Allemagne se transformait en une espèce de zone subsaharienne au cours du siècle prochain. Alors, si on revient quand même sur cette loi de défense de la souveraineté énergétique pour la France, vous êtes optimiste ? Vous trouvez que le gouvernement, Emmanuel Macron, prenne les choses en main ? Agnès Pannier-Runacher va vraiment réussir à défendre désormais notre souveraineté énergétique ? Après, on va parler de la souveraineté industrielle, mais... Je vais adopter le camp des optimistes en espérant que les paroles seront suivies des faits. Malheureusement, on a souvent effectivement entendu des déclarations volontaristes et les mots s'envolent et on n'a pas réellement vu le gouvernement mener à bien les promesses. Je parle par exemple, vous savez,
de ce fameux panier alimentaire, hein, puisque 2021, 2022, 2023, on a vu s'envoler le prix de l'alimentaire. Le gouvernement avait promis que personne n'aurait faim. Le chèque alimentaire. Voilà, nous avons toujours 330 000 SDF dans une France actuellement où toutes les températures sont négatives. Et en ce qui concerne la nourriture, ça n'a jamais vu le jour. Je pourrais multiplier les exemples, voilà. Mais là, je pense que c'est une promesse tenable parce qu'effectivement, on a quelques éléments en main. Maintenant, j'attends effectivement la mise en œuvre de la construction de 6 EPR, peut-être même davantage, et pas forcément des machines avec 1800 gigawatts de puissance, peut-être que des unités plus modestes, mais plus nombreuses, seraient peut-être d'abord, moins coûteuses et plus faciles à réaliser. Disons que la taille, ça compte, et un réacteur, par exemple, de 600 gigawatts, même si c'est le tiers de l'EPR à 1800 mégawatts, même si c'est le tiers de l'EPR de Flamanville, quelque part, ça se construit peut-être en 5 ou 6 ans, et non pas en 10. Voilà. D'accord. On verra donc si le gouvernement fait des arbitrages technologiques qui rendent possible la tenue des promesses. Oui, donc ça, affaire à suivre, mais ce qui est quand même intéressant aussi de rappeler, c'est tout de même que c'est ce même gouvernement qui avait enterré, on va dire, qui souhaitait enterrer le nucléaire dans l'ère Macron 1. Donc on est là en train en fait, d'une certaine façon, de rattraper aussi du temps perdu qu'on aurait pu préserver et sur lequel on aurait pu s'appuyer pour défendre notre souveraineté plus tôt. Nicolas Meillan, vous souhaitez réagir justement. Un dernier mot, effectivement, parce que je suis d'accord avec Philippe, essayons d'être optimistes en cette début d'année. Il y a un vrai changement en fait. On a beaucoup d'optimistes. Christian Boutin était très optimiste. Il croit en Gabriel Attal, vous voyez, donc on est très. Bah écoutez, tant qu'il n'a pas failli, on va encore en lui. Non, il y a un truc qui est important dans ce texte, quand même très important qu'il faut noter. On est passé d'une logique qu'avait instaurée François Hollande où il avait mis des objectifs qui ne correspondaient à rien. 50% de nucléaire, ça voulait rien dire. 40% de renouvelables, ça voulait rien dire. Pourquoi ? À quoi faire ? Pour faire quoi ? Et là, on est tombé sur des choses plus concrètes et intelligentes, c'est-à-dire notre objectif, c'est sortir des énergies fossiles. Bon, ça nous parle. Et donc, les objectifs de développement de renouvelables ont été effacés. Ils n'existent plus. Donc ça va pas faire plaisir à tous les écologistes qui ont un peu sacrifié notre système énergétique depuis 25 ans. Je précise, toutes les lois, tous les articles qui parlent de ce projet de loi vont dans le sens, en effet, la perte des objectifs chiffrés sur le renouvelable. Donc là, tout ce que j'appelle les escrologistes, effectivement, sont vent debout face à ce texte. Et donc, les renouvelables, leur objectif désormais, c'est de contribuer à la sécurité d'approvisionnement du réseau. La sécurité d'approvisionnement, c'était hier, effectivement, 3,5 gigawatts sur 35 gigawatts pour passer une pointe de 83 gigawatts. Donc, c'est 5% un peu de cette chose-là. Donc ça devient un petit peu... On retombe sur quelque chose de sensé. Et ça, il faut plutôt s'en féliciter. Après, ce qui est dommage... Il y a deux choses qui sont dommages. Un, c'est que on nous avait annoncé en grande pompe que toutes nos TPE, dont on va parler dans un instant, qui souffrent, allaient pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire et du tarif réglementé à partir du 1er janvier 2024. Ben non, ce ne sera pas avant 2026. Donc déjà, ils ont perdu 2 ans. Donc ça, c'est mauvaise nouvelle, désolé. Et puis la deuxième, c'est que alors c'est bien de parler d'électricité, mais comment est-ce qu'on fait sur le gaz et le pétrole ? Parce que je rappelle que si aujourd'hui notre industrie, notre pays se désindustrialise et l'Allemagne aussi, c'est parce qu'on a du gaz qui est 4 fois plus cher qu'avant. Donc comment on fait ? Et ça, on n'en parle pas. Donc en effet, très intéressant. Faut prendre l'énergie, c'est pas que l'électricité, c'est que la moitié. Voilà. Alors abordons justement le deuxième volet de ce corps à corps où je voulais aborder donc l'énergie. De toute façon, tout ça est lié, c'est ce que vous venez de rappeler. Et maintenant l'industrie, nos entreprises. Je vous ai fait entendre Arnaud Montebourg là qui cite les fleurons qui ont été lâchés par la France. Mais en plus des fleurons, on a aussi en effet toutes ces TPE, PME qui souffrent, record de faillite, et pour le moment on ne voit pas de signaux positifs de ce côté-là. Nicolas Meillan. Alors effectivement, il y a des chiffres sur les défaillances d'entreprises, ils sont publiés par la Banque de France. Oui, tout à fait. Mais ces chiffres-là, malheureusement, ils sont noyés
un petit peu, entre guillemets, manipulés et on pourrait croire que les choses s'améliorent, notamment parce que, par exemple, en 2023, les défaillances étaient 3% inférieures à la moyenne de 2010 à 2019. La vérité, c'est que le niveau des défaillances de nos PME aujourd'hui, chaque mois, on est au même niveau que la crise financière de 2008. C'est 400 défaillances par mois de PME. Et pourquoi on a ces défaillances ? Eh bien, l'origine au départ, c'est quand même l'augmentation du coût de l'énergie. Alors les gens vont vous dire, oui, mais le coût de l'énergie, ça n'est qu'une ligne sur vos charges, votre compte de résultat. Non. Pourquoi ? Parce que l'augmentation du coût de l'énergie, c'est ça qui est à l'origine de l'inflation. Cette inflation, elle a fait baisser le salaire de tout le monde, le salaire réel. Donc c'est votre salaire moins l'inflation. Tout le monde a son salaire qui a baissé de 10 à 15%. Qu'est-ce qui se passe quand votre salaire baisse ? Vous dépensez moins. Et donc aujourd'hui, on a une véritable crise, et notamment beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le commerce, qui vendent à des consommateurs, des magasins. Quelques exemples, mais Gosport, on a encore vu récemment Maison Le Jabi, Habitat, Burton, Chose Expo encore hier, San Marino. La liste malheureusement s'allonge chaque jour et ces magasins ferment parce qu'ils ont une baisse de leur chiffre d'affaires. C'est pas tant que leur coût explose, mais une baisse de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire 400 défaillances de TPE. Ça va encore un petit peu augmenter. Et puis l'autre pendant de l'inflation, c'est que pour la faire diminuer, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. Donc quand on augmente les taux d'intérêt, ça augmente les conditions de financement, et donc ça va aussi prendre à la gorge les entreprises qui ont besoin de se financer, mais aussi des secteurs comme par exemple le BTP, qui est très impacté parce qu'avec l'augmentation des taux, les gens sont moins solvables, ils peuvent moins acheter des appartements, on peut moins financer des projets. Et donc vous avez ces deux secteurs qui souffrent terriblement, ce qu'on appelle le secteur du commerce ou du retail et le secteur de la construction. Et donc ça, on est à ces niveaux-là. Alors, essayons d'être positifs encore aujourd'hui. Essayons. A entendu, moi j'en parle depuis tous les mois, je publie ces chiffres, mais Bruno Le Maire a fait une annonce hier, alors peut-être qu'il avait senti... Oui, alors moi les annonces de Bruno Le Maire, en général... Bruno Le Maire demande... Non, il avait sans doute senti qu'il allait se faire doubler par Gabriel Attal pour être Premier ministre, donc il a annoncé... il y a encore aujourd'hui, les PME avaient emprunté 100 milliards d'euros pour les prêts garantis par l'État lors du Covid. Il y a 50 milliards d'euros qui ont été remboursés. Elles avaient jusqu'à 2023. On leur a donné jusqu'à 2026, un an avant l'élection présidentielle, pour pouvoir refinancer et rembourser leur PGE. Donc ça va donner un peu d'oxygène. Ça vient d'être annoncé ? Ça a été annoncé lundi. Ça a donné un peu d'oxygène à ces PME par rapport à leur financement, donc c'est quand même important. Oui, c'est très important. Je précise, on a fait une émission sur les PGE et c'est vrai que les petits entrepreneurs, bien sûr. Une dizaine de 0 à 10 employés, avaient été vraiment asphyxiés par ce remboursement là, sous contrainte du PGE. Donc un peu d'oxygène, on a gagné 3 ans, donc ça c'est plutôt... On continue à être optimiste, bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas ça qui va ramener du chiffre d'affaires. Oui. C'est pas ça qui va faire augmenter le salaire des gens. Pour augmenter le salaire des gens, il faut faire baisser l'inflation sans tuer l'économie, ce qu'on est en train de faire en augmentant les taux. Et donc, il faut tout faire pour retrouver une énergie bon marché. Énergie bon marché, alors l'électricité, la crise est plutôt derrière nous. Il reste encore, malheureusement, des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas accès au bouclier tarifaire, qui ont signé des contrats sur 1, 2 ans encore, et qui sont engagés à des prix très élevés. Alors, il existe une solution qu'on m'a partagée hier sur le réseau X, qui consiste à avoir un deuxième compteur et un deuxième contrat avec un autre fournisseur pour éviter de payer parce que vous avez des pénalités de retard. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder. Ou alors Bruno Le Maire pourrait faire une nouvelle décision. Ils avaient fait ça l'an dernier, permettre à tous ces gens de rompre leur contrat sans indemnité parce que les prix de l'électricité ont baissé. On a retrouvé des niveaux vraiment 2 à 3 fois moins élevés qu'avant. Il faut laisser aux gens, leur permettre de retrouver une fois de plus cet oxygène-là sur l'électricité. Et il y a le sujet, on pourra parler un peu du gaz, mais peut-être laisser la parole un peu à mon ami Philippe. On va se tourner vers Philippe Béchade et après, évidemment, on va continuer d'évoquer tout ça. Justement, Philippe Béchade, d'abord, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le gouvernement prend peut-être la mesure du sujet industriel et économique de ces entreprises TPE, PME qui
qui se portent mal. Et deuxième chose, parlons un petit peu du PGE. On a fait une émission spéciale avec beaucoup d'entrepreneurs ici. Ils nous disaient, mais en plus, le PGE, c'est... là, on en est à demander l'aumône, c'est-à-dire à demander qu'ils allongent ce PGE, donc ce prêt garanti par l'État. Mais on aurait voulu pouvoir s'en sortir même sans ce prêt garanti par l'État. Nous, on voulait être autosuffisant. Et maintenant, c'est cette politique du chèque dont on parlait encore il y a peu de temps, de cette subvention, de l'aide, du bouclier. Mais en fait, on voudrait ne pas être pénalisé et travailler normalement. Voilà, toutes ces questions. Philippe Béchade. Alors, je fais une petite observation. L'État adore tout ce qui lui donne du contrôle. Et comme on dit, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Donc chaque fois que l'État met en place une mesure qui a l'air généreuse ou qui temporairement peut apparaître dictée par le bon sens, en réalité c'est quelque chose par lequel l'État s'assure le contrôle et une partie de la mainmise sur l'activité. Alors, quand on évoquait quand même le nombre de faillites, je souligne que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année où l'activité dans le secteur immobilier et le BTP, comme l'a évoqué Nicolas, va être extrêmement contrainte, on part sûrement sur des bases aussi mauvaises que 2023. Ça signifie donc que toutes les professions, tous les corps de métier liés au bâtiment ont subi une chute du chiffre d'affaires de 30 à 40% l'année dernière. Beaucoup ne s'en remettront pas. Donc ça, parmi les victimes, on a le secteur de l'immobilier. Alors on n'est pas comme en Chine, l'immobilier ne représente pas 25% du PIB français, mais quand même peut-être quelque chose de pas trop éloigné de 20%. Quand vous supprimez pratiquement 40% de l'activité d'un secteur comme celui-là, il est évident que ça va peser très lourd sur la croissance, ça pèse très lourd sur l'emploi, puisque tous ces corps de métier sont extrêmement créateurs d'emplois. Ensuite, la faillite d'habitat, elle est liée à quoi? C'est que quand vous ne déménagez pas, vous n'êtes pas tenté de racheter du mobilier, etc. Et quand vous ne vendez pas et que vous ne rachetez pas, vous ne faites pas refaire une cuisine, vous ne faites pas refaire une salle de bain. Donc voilà, vous avez tout pan de l'activité qui ne va pas refaire surface en 2024 ni même en 2025. Et donc ces gens-là vont devoir continuer, eux, par contre, de rembourser leur PGE. Et j'entends bien, effectivement, Nicolas a raison, on aimerait pouvoir voler de notre propre aile sans avoir besoin d'un ballon, d'une perfusion financière. Or là, la responsabilité de l'État dans le marasme immobilier est quand même très grande. Certes, le coût du crédit a fortement augmenté, mais on se rappelle que pendant 6 mois, la Banque de France s'est ingéniée à faire en sorte que le taux d'usure bloque en fait la plupart des dossiers de prêt, c'est-à-dire que quand les taux se sont mis à remonter, on aurait pu dire on va laisser passer tous les dossiers qui sont déjà en cours, on monte le taux d'usure de façon à ce que le prix effectif, le coût effectif des prêts reste abordable, et en tout cas permettre de faire passer des dossiers. Or, la Banque de France a joué à un jeu extrêmement pervers en disant « Ah oui, mais on a des mécanismes qui font que on ne peut pas autoriser les banques à prêter si le TAEG dépasse 3%, 3,25%. » Et ils étendaient ce plafond de façon minimaliste, de façon à ce que toutes les banques stoppent l'octroi de prêts. On pourrait avoir aujourd'hui des réservations sur des constructions en 2024, 2025, 2026, si on avait au bon moment permis aux gens d'emprunter. Or, la Banque de France a joué les faux naïfs en disant « Ah bah oui, mais moi j'ai des mécanismes que je suis obligé de respecter, donc je bloque tout par le taux d'usure. » Eh bien ça, vous voyez, c'est même pas l'inflation, c'est même pas les taux d'intérêt, c'est nous-mêmes qui nous sommes tirés une balle dans les deux pieds et dans les deux genoux, de façon totalement délibérée. Donc la crise de l'immobilier, certes,
certes, le coût du crédit est important globalement pour l'économie, mais en l'occurrence, ce que le gouvernement, ou je ne sais pas si la Banque de France en a discuté, mais en fait, le but, c'est que le gouvernement ne veut pas que l'argent aille vers l'immobilier. Monsieur Macron a une aversion totale et qu'il a déjà exprimée, répétée, Oui. contre l'immobilier qui stérilise l'argent, selon lui. Alors qu'on voit à combien, on mesure très bien dans quelle mesure la construction peut générer d'emplois et d'activités. Donc là, on s'est mis dans cette situation absolument tout seul, et bien sûr, aucune solution ne sera proposée aux entreprises affectées par d'un seul coup l'effondrement des mises en chantier, des réservations, etc. Donc, il faut quand même regarder, balayer devant notre porte. Nous sommes responsables en grande partie de ce qui nous arrive en termes de perte d'activité, en termes de perte d'emploi. Et en ce qui concerne l'inflation globalement, le coût de l'énergie, c'est vrai, c'est important, mais n'oublions pas également toutes les entreprises du CAC 40 qui ont profité justement qu'on avait de l'inflation à 5, 6, 7 et que les banques centrales s'accrochaient à leur narratif de l'inflation transitoire, et ils se sont dit, puisque c'est comme ça, que maintenant l'inflation est au-delà de 5, au-delà de 6, si nous, on augmente de 30 ou 40% nos marges, ça ne va pas se voir. Donc l'inflation est également liée au fait de cet opportunisme, de ce cynisme de toutes les entreprises, et notamment de l'agroalimentaire, qui ont très fortement augmenté les prix de vente, bien au-delà de la hausse de leurs coûts, parce que le coût des céréales avait augmenté avec l'histoire de l'Ukraine, alors qu'en fait, on avait déjà mis en place tous les freins nécessaires pour que nos agriculteurs et nos céréaliers aient déjà des difficultés à produire, parce qu'on leur interdisait des pesticides, parce qu'on leur demandait de consommer moins d'eau, etc. Donc les rendements s'en ressentaient déjà un peu. Donc dans l'histoire de l'inflation, il y a également beaucoup de cynisme et de non-dit. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on paye cette hausse des prix, le consommateur le paye, et aujourd'hui, effectivement, il n'a plus les moyens, il ne peut plus aller au restaurant, il va falloir qu'il restreigne sur des tas de dépenses. Tout ça va effectivement peser sur l'activité en 2024 et 2025, et les entreprises, malheureusement, ne vont pas voir revenir comme ça, comme par miracle, les clients, et je ne parle même pas de l'immobilier où là, il va falloir je ne sais quelle prise en main. Correction des prix de l'immobilier pour que d'un seul coup, on va dire que ça redevienne un investissement réalisable. Voilà. Et, sans parler pour l'immobilier que les normes maintenant mises aux normes du DPE, etc., sont tellement compliquées et contraignantes que ça ne va ne faire que rendre encore plus. Oui. En plus de ça, voilà. Donc, non seulement on rend très compliqué l'accession à la propriété, puisque dans un dossier bancaire, si on rachète un bien qui est classé E, F ou G, le banquier vous demande de prévoir les travaux de mise aux normes. Donc, un bien que vous achetez 200 000, il va falloir que vous prévoyiez 280 000 au final pour pouvoir l'occuper. Et on a des attaques multiples contre le droit de propriété, sous toutes les formes, normatives, taxes, etc. Donc là, les taxes sur les résidences secondaires vont exploser, on l'a compris. Voilà, donc le gouvernement, ça recoupe ce que je vous disais, une dent contre la propriété privée. A une vraie dent contre la propriété privée, contre l'investissement locatif, puisqu'il y a aussi des aides pour des gens qui voulaient racheter des biens, les rénover et les louer. Vous avez là aussi des abattements qui sont supprimés. Donc, il n'y a pas que la conjoncture, je le répète et je le souligne, le gouvernement nous a tiré une balle dans les deux pieds, dans les deux genoux, en ce qui concerne l'immobilier, alors qu'au contraire, en période de crise, c'était peut-être un des leviers pour relancer l'activité. La Chine le fait systématiquement depuis 20 ans. Chaque fois qu'il lui manque un point de croissance, allez, paf, on fait construire 3000 tours et on retrouve les 6 ou 7% de croissance qu'on espérait.
En France, on avait la possibilité en autonomie de se dire, bon, hop, un petit coup de pouce à l'immobilier, ça va recréer de l'emploi, ça va recréer de l'activité. Et non, au contraire, on va continuer de matraquer le propriétaire bailleur, le fameux rentier qui est aujourd'hui la figure de l'horreur aux yeux du gouvernement. Alors, à ce sujet, Nicolas Meillan, le gouvernement finalement a tiré une balle dans les deux pieds et les deux genoux de sa propre population et de sa propre économie. Vous êtes d'accord sur cette analyse et notamment sur cette question on aurait pu protéger au moins un minimum notre économie sur la question Philippe parlait du taux d'usure. Le taux d'usure, ça fait qu'en fait les ménages n'ont plus le droit d'emprunter. Moi, j'ai été personnellement confronté à ce problème. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce souci ? Parce qu'en fait, les taux ont augmenté tellement rapidement. Ce taux d'usure, en fait, il n'avait jamais servi entre guillemets à rien. Il était censé quand même protéger les consommateurs. Et en fait, on n'avait pas anticipé une augmentation aussi forte des taux. Et donc, on allait à chaque fois dépasser le taux d'usure. Et donc, à chaque fois, le gouvernement ou la Banque de France devait l'augmenter pour permettre... Moi, par exemple, j'ai acheté un petit bien. Et entre le début où je voulais l'acheter et la fin, je suis passé de 1,5 à 3%. Donc, en fait, ils ont dû augmenter ce taux-là. Là où le gouvernement, et ça sera peut-être plus personnel, c'est un différent que j'ai avec M. Emmanuel Macron, c'est que... Racontez-nous. Ouais, c'est un gros différent. C'est qu'on aurait dû tout faire pour éviter ce qui s'est passé en Ukraine, qui a fait des centaines de milliers de morts, qui a détruit un pays, accessoirement une génération d'Ukrainiens, mais aussi des Russes. Pourquoi ? Pour rien. Puisqu'à la fin, on va finir vraisemblablement aux accords de Minsk 3 qui seront encore plus défavorables à l'Ukraine. Sauf que derrière, on a envoyé le monde au chaos. Pas juste la France. L'inflation, ça a touché le monde entier. Et donc moi, je répétais à qui voulait bien l'entendre que déjà, si on avait tenu nos deux paroles... Sur Minsk 2 Minsk 2, première parole avec François Hollande, on était garant de ces accords de Minsk. Et première parole, qui était la réunion de l'OTAN de 2008 à Budapest, ou Bucarest, parfois je confonds les deux, où on s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas d'Ukraine dans l'OTAN. Il suffit aujourd'hui qu'Emmanuel Macron dise pas d'Ukraine dans l'OTAN et c'est terminé, ça s'arrête. Oui. On a un droit de veto à l'OTAN, je le rappelle, donc ça s'arrête. Et ça, on l'a fait pour rien. Et ben derrière, ça fait tout ce qu'on a connu, notamment l'inflation, notamment le prix du gaz, parce que c'est ça qui est un petit peu important, on n'en a pas parlé depuis le début. C'est le prix du gaz, quand on dit le prix du pétrole augmente 10, 20, 30%, on ne parle pas de 10, 20, 30%, on parle de 1000%, fois 10, fois 100 même. Quand on compare juin 2020, 3,50 € du mégawattheure, août 2022, 350 € du mégawattheure. Et donc c'était ça c'est le suicide. Et là, on envoie toute notre économie au tapis. Début 2022, quand on a l'invasion en Ukraine, moi, je sais pertinemment que pour toutes nos entreprises, ça va être terrible. J'ai essayé d'alerter au maximum, en vain. Mais là, on est dans cette situation. C'est difficile à tenir. Cette époque, ça commence vaguement à... Et le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses. C'est que le gaz, il est 4 fois plus cher qu'avant pour nous en Europe. Donc le gaz, c'est l'énergie de l'industrie. L'industrie, ça ne marche pas avec des panneaux solaires. Et de toute façon, les panneaux solaires, on ne les fabrique même pas nous-mêmes puisqu'ils sont fabriqués au charbon en Chine. Donc le gaz, c'est 4 fois plus cher. Et surtout, c'est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis parce que Joe Biden ne se prive pas pour faire ce dont rêvait M. Donald Trump, c'est-à-dire du protectionnisme assumé. Avec son Inflation Reduction Act, donc on est coincé entre les États-Unis et la Chine, donc ça c'est terrible. Et puis l'inflation, c'est entre guillemets, comme dit Marc Toiti, c'est comme le dentifrice, ça se remet pas dans le tube. Donc une fois que c'est sorti, malheureusement, si vous voulez, on le voit toujours dans les industriels et comme les pétroliers arrivent très facilement à passer les hausses. Par contre, les baisses, elles passent beaucoup moins facilement. Donc, dès que la hausse est passée, on a tendance à la garder. Ça met beaucoup plus de temps à revenir parce que quand les matières premières baissent, grosso modo, ils se gardent la moitié dans la poche, quoi. Et donc ça, non, l'inflation, elle va peut-être diminuer. Donc, les prix vont moins augmenter, mais les prix ne vont jamais baisser. Mais l'inflation est liée à l'augmentation du prix du gaz ? Ah, bien sûr, l'inflation, c'est l'augmentation. D'ailleurs, j'ai un différent à certaines personnes. C'est l'augmentation. Mais non, mais c'est important, vous savez. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde et c'est très bien, comme ça on peut discuter. L'inflation, c'est exactement la mère de l'inflation, c'est l'énergie. Augmentation du prix du gaz qui a fait augmenter le prix de l'électricité. Des gens vont dire non, c'est pas vrai, c'est les politiques monétaires. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Moi, je dis, écoutez, quand en 2004, 2005, il y a eu beaucoup d'inflation,
il n'y avait pas de politique monétaire anticonventionnelle, il n'y avait pas de planche à billets, il y avait juste la Chine qui se développait, qui achetait beaucoup de pétrole, et c'est d'ailleurs cette inflation en 2004-2005 qui a fait augmenter les taux à l'époque et qui a créé la crise des subprimes. Donc les gens oublient assez vite. Mais on est dans la même crise qu'il y a 20 ans. Alors Nicolas Meillan, et je vais vous poser la même question à Philippe Béchade, parce que c'est très important ce que vous dites finalement. C'est le début du problème, on va dire. Si on n'avait pas créé cette crise ukrainienne et donc multiplié par... Alors ça avait commencé un peu avant, Oui. On va être factuel. Pourquoi ça avait commencé avant ? Parce que la Chine a la mauvaise idée, à chaque fois qu'elle fait des Jeux Olympiques, d'acheter beaucoup d'énergie. En 2008, elle avait acheté beaucoup de pétrole et on était monté à $150 le baril. Et en fait, en 2022, vous avez les Jeux Olympiques de Pékin, début 2022. Et là, on achète beaucoup de gaz en Chine en 2021. Et donc ça fait augmenter les prix du gaz. Donc la Chine a fait, sur le premier semestre, augmenter les prix du gaz. Monsieur Poutine, après, deuxième semestre, voulait mettre en place son tuyau qui, à l'époque, n'avait pas explosé, qui s'appelait Nord Stream 2. Et là, il a commencé à restreindre les approvisionnements en gaz de l'Europe. Et donc ça a aussi contribué à empirer la situation. Et puis 2022, ça vient sur ces deux augmentations. Donc c'est pas que la crise en Ukraine, mais clairement... Vous êtes précis, vous avez raison. C'est important. Alors, donc, si je résume malgré tout, mais là, évidemment, quand on résume, on est obligé de... donc, crise du gaz liée notamment à ce conflit ukrainien, mais pas que, qui augmente donc de fait le prix de l'électricité, le gaz qui est l'énergie de l'industrie, inflation... l'énergie de la nourriture, je vous coupe juste là-dessus. Ouais. Le gaz, c'est comme ça qu'on fabrique les engrais. Donc toute la nourriture dépend du gaz. Ouais. Inflation, et de là, évidemment, on crise derrière économique. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que de voir que tous ces pansements, on a envie de dire ces pansements du capitaine Haddock, ou ces bouchons mis sur les différentes fuites de notre système français aujourd'hui, pour tenter de sauver notre économie, de sauver notre souveraineté énergétique, etc. On a envie de dire tout ça aurait pu être réglé si on avait eu une bonne stratégie géopolitique. C'est lié à notre incompétence, oui. Philippe Béchade, à ce sujet. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de la trahison de nos intérêts européens, puisqu'on s'est complètement aligné sur les desiderata américains. Les Américains savaient pertinemment qu'en décrétant le boycott du gaz russe, puis ensuite on assiste à l'explosion de Nord Stream sur lequel aucune enquête ne nous permet de faire la lumière, ce qui est quand même assez Simon unique. Hersh quand même, qui n'est pas personne. Ça n'a pas été relayé. Si celui-là n'avait pas essayé de lever un coin du voile, en se faisant traiter de complotiste par tous les médias mainstream, naturellement, c'est vrai que on est passé à côté du gaz le moins cher de l'histoire. C'est-à-dire que Nord Stream 2 était donc construit, posé au fond de la Baltique. Les compresseurs, tout avait été testé. Et, il était même rempli. Il était en charge. Et fin 2021, ce sont donc des blocages politiques. Et Olaf Scholz, une nouvelle fois, s'est avéré un des meilleurs amis, complices des Américains en trouvant des arguties juridiques pour expliquer que non, on ne pouvait pas encore le mettre en service parce qu'on n'était pas d'accord sur qui avait la propriété sur l'exploitation, etc. Et Olaf Scholz ne faisait qu'obéir aux Américains. Et on avait entendu d'ailleurs même Joe Biden dire « Jamais Nord Stream 2 ne délivrera un atome de gaz. » Et nous avons même les moyens... Oui, tout à fait. Voilà, on se rappelle, nous avons même les moyens de l'empêcher. Oui. On avait bien compris que... La journaliste lui demandait comment vous allez faire, nous avons les moyens de l'empêcher. Oui. Voilà, donc je rappelle ce fait historique, c'est-à-dire qu'on accuse Poutine d'avoir fermé le robinet du gaz, on peut aussi accuser les Américains d'avoir fait pression sur l'Allemagne pour ne pas ouvrir ce robinet du gaz, ce qui à un moment effectivement a dû un petit peu agacer M. Poutine, puisque Gazprom et d'autres grands conglomérats implantés en Sibérie du Nord avaient quand même mis quelques bons milliards de dollars dans l'affaire. Et le retard de mise en route de Nord Stream, c'était du chiffre d'affaires, c'était des investissements, de l'argent avancé qui ne rapportait rien. Donc peut-être qu'à un moment, effectivement, M. Poutine a eu l'envie de mettre un petit coup de pression, en disant aux Européens, et écoutez, là quand même, c'est un peu un accord gagnant-gagnant, et là ça se transforme en perdant-perdant, je voulais juste vous le rappeler. Donc oui, pour l'histoire du gaz, effectivement, on ne reverra jamais
les coûts qu'on avait en 2021. Oui. Et voilà, c'est une page de l'histoire qui est tournée. La destruction de Nord Stream, c'est la remise en état, si jamais elle était politiquement possible. Parce que technologiquement, c'est probablement 1 an de travail, parce que les tuyaux sont remplis d'eau maintenant, ils doivent être oxydés, il faut les changer. Mais c'est politiquement, ça va même pas être possible de se dire en 2026-2027, Nord Stream 2 finalement sera de nouveau opérationnel. Non, parce qu'il est clair qu'on ne reviendra pas sur les dégâts causés par la soumission totale de l'Europe à la stratégie imposée par les Américains vis-à-vis de la Russie. Il faut dire aussi les choses. Oui, mais alors, Philippe Béchat, dans ce cas-là, on a envie de dire à quoi servent les beaux discours ? Puisque reprise de la souveraineté énergétique, nous allons défendre nos entreprises, etc. Si l'origine du mal n'est pas réglée. Ouais. Non, mais on a accès au gaz de schiste américain. Vous savez, on est les plus grands importateurs de gaz de schiste américain, donc tout va bien. Oui, il est juste 4 fois plus cher que et accessoirement et beaucoup moins écologique. Et plus polluant que le charbon. Oui. Donc, restons effectivement optimistes sur les parties que l'on peut contrôler, qui effectivement est la promesse de retrouver notre souveraineté et de refaire de la France un pays exportateur. C'est déjà le cas en 2023. De térawatts. C'est déjà fait. Espérons que l'on s'y tienne. Ça, on peut le tenir. Maintenant, les futurs EPR, j'attends de voir. Les seuls qui sont capables de nous les installer et de les mettre en service dans 5 ans, actuellement, ce sont les Chinois. Voilà. D'accord. Oui, juste la souveraineté électrique, on l'a déjà retrouvée en 2023. On l'avait perdue en 2022 parce qu'on a eu ces petits problèmes de corrosion sous contrainte sur nos réacteurs, mais ce problème est terminé. On est à des niveaux d'exportation proches des plus hauts historiques, 50 TWh d'électricité. Donc, on n'a pas besoin d'une loi pour la retrouver. On l'a déjà retrouvée en 2023. Donc là, ce qu'on a besoin en 2024, c'est du gaz pas cher, du pétrole pas cher et de pouvoir réindustrialiser notre pays parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ? C'est surtout que les entreprises s'en vont. Elles quittent la France, ça coûte trop cher, c'est l'enfer, c'est un enfer de normes, les coûts sont trop élevés, donc on part à l'étranger. Mais juste donc, pour l'énergie moins chère, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est géopolitique finalement pour le gaz. L'énergie moins chère, il va falloir essayer de... on a une fenêtre, si vous voulez, comme le disait Philippe, on a quelques années pour essayer de voir si on est capable de... En fait, les Américains, ça fait 40 ans... Non, je vous parle de gaz, Ça fait 40 ans que les Américains rêvaient de couper le cordon ombilical entre la France et la Russie. Ils y sont finalement parvenus. Alors, je dis 40 ans même pas, parce que c'est sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc on va dire 70 ans. Ils y sont parvenus. Est-on assez intelligents de comprendre qu'on est coincé entre ces deux masses, États-Unis, Chine, et que sans la Russie, on est mort ? Si on n'est pas capable de le comprendre, on va mourir de notre belle mort. Et sinon, on a quelques années, parce que les Russes font des pieds et des mains pour se rapprocher des Chinois. Une fois que le gaz partira en Chine, ce sera terminé. On pourra le racheter au double ou triple de prix aux Chinois. C'est très intéressant et merci beaucoup à vous deux, parce que dans ce corps à corps, on a compris, mais c'est bon, ça semble assez logique, mais c'est bien de le rappeler, qu'on ne peut pas prendre un domaine puis un autre de manière séparée. En fait, évidemment, ce qui se passe au niveau énergétique et donc ce qui se passe au niveau industriel est lié à notamment nos questions géopolitiques, et on l'a bien compris aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Meillan, je rappelle, donc diplômé, enfin on va aller plus court, membre des Éconoclastes et de la SPO France, Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. Philippe Béchade, auteur notamment de Fake News, Post-Vérité et Autres écrans de fumée aux éditions Agora. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant et très enrichissant. Tocsin continue.